Eh bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cette 20e matinale des leaders éclairés. Léa, vous êtes notre invitée de cette matinale, Léa Lassara. Donc, vous êtes entrepreneuse, dirigeante et présidente de Femmes et Challenge. Grand merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, bonjour. Bonjour. Donc, merci à tous ceux qui vont nous rejoindre, qui sont fidèles à nos éditions des matinales, de plus en plus, et vous êtes de plus en plus nombreux. Je remercie nos partenaires depuis le début qui nous soutiennent, donc nos partenaires presse comme Les Échos, le magazine Les Échos et Lyon Décideur, et aussi des entreprises, des réseaux comme Incubator qui s'occupe effectivement le plus grand réseau d'innovation de France qui accompagne les startups dans leur incubation et leur accélération. Grown All In, qui est réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer. FI+, qui est un réseau féminin et masculin, le méta-réseau des financiers d'entreprise, Femmes ingénieures, et puis PWN, plus particulièrement PWN Lyon, dans lequel je fais partie, et qui est un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité entre hommes et femmes. Et vous savez que j'y tiens, parce que dans les matinales, j'alterne, en tout cas autant que faire se peut, de mettre un homme et une femme à l'honneur pour qu'on ait cette notion d'égalité, de diversité et de parité. Donc voilà, on va démarrer cette matinale-là. Je vous invite, je vais faire une petite présentation comme je le fais chaque fois avant de laisser la parole à Léa. Et je vous invite, vous qui êtes dans le chat, d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vois qu'il y a déjà des gens qui nous disent bonjour et merci pour ces petits messages-là. La deuxième chose, c'est je vous inviterai au fur et à mesure, parce que je tiens vraiment à ce que cette matinale ne soit pas juste une conférence, parce que ce serait très, très ennuyeux, même si Léa est très passionnante, vous le verrez, mais vraiment une interaction qu'il va y avoir entre vous et nous. Et donc, je vous invite à poser toutes les questions qui vous passent à l'esprit, sur lesquelles vous avez envie de discuter avec Léa Lassara. Et je lui ai demandé qu'elle puisse le prendre au fur et à mesure du fil pour pouvoir y répondre. Voilà, donc pour me présenter, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi je suis Muriel Montagnier, j'ai fondé, après 20 ans exercé de manière très opérationnelle, je dirige mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting. Ce cabinet, donc depuis 2011, est à destination, pour nous, les enjeux, ce qui m'anime au quotidien et ce qui anime mes équipes, c'est de réussir les transformations à fort enjeu humain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les transformations, on intervient dans les entreprises pour toutes les transformations culturelles, managériales, relationnelles, organisationnelles, et pour faire en sorte qu'en fait, les stratégies, les visions, les belles visions ne restent pas à l'état de beaux papiers, de beaux PowerPoints, mais puissent réellement s'incarner et puissent réellement se déployer sur le terrain de manière opérante, transformante et efficiente à la fin. Donc voilà ce qui anime notre cabinet HMR Consulting. Et puis pour réussir ces enjeux et pour servir les ambitions de nos clients, donc on a 3 pôles d'expertise, un pôle conseil en organisation management, un pôle formation, nous sommes certifiés Cadopi bien sûr, qui met en œuvre les formations sur mesure, et puis un pôle coaching avec des executive coachs pour accompagner justement les transformations et le volet humain, que ce soit sur les comités de direction ou sur l'ensemble du personnel et des collaborateurs dans l'entreprise. Et puis effectivement, en 2019, intuitivement, puisque c'était avant le Covid, je vous le rappelle, eh bien moi j'étais à l'écoute des signaux faibles. Et ces signaux faibles nous disaient qu'il y allait y avoir des ruptures importantes, des changements de paradigme qu'on devait vivre, notamment la rupture et changement de paradigme de l'écologie, celui de réconcilier la finance avec l'économie réelle. Et puis l'autorité, en fait, dans l'entreprise, le rapport à l'autorité et plus globalement, effectivement, le leadership. Et que pour pouvoir résoudre les problématiques et les enjeux actuels, qui sont devenus très, très, qui ont été accélérés depuis le Covid, les entreprises avaient besoin de pouvoir réinventer leur leadership, faire différemment. Les anciennes recettes ne marchent pas, donc pouvoir faire différemment. Et c'est ça qu'accompagne l'écosystème. Je me suis dit qu'il fallait permettre aux dirigeants d'entreprise, c'est ceux qui impulsent, et leur comité de direction, et les top managers et l'ensemble de l'entreprise, de pouvoir justement réinventer ce leadership. Et j'ai créé l'écosystème de la fabrique. Donc, c'est un écosystème d'inspiration, de partage de solutions et de croissance de leadership. Donc, simplement quelques minutes pour vous tenir au courant, comme je le fais, de l'actualité de cet écosystème-là qui vit. D'abord, effectivement, l'objectif, c'est d'éclairer. Et les matinales sont là. Je choisis à chaque fois, on est à notre 20e invité, et on choisit à chaque fois de pouvoir vous permettre d'avoir des témoignages inspirants
pour que vous reveniez dans votre entreprise en disant bah, c'est possible, on l'a fait, ils l'ont fait, voilà, voilà ce qui avait marché, voilà ce qui a moins marché, en tout cas on peut le mettre en place dans nos entreprises. Donc pour se projeter, le 2 juin, j'organise une masterclass sur le spirale dynamique, donc comment réussir les transformations culturelles et managériales de l'entreprise grâce à ce métamodèle qui est extrêmement éclairant sur justement ce qui est en train de se passer, les changements de valeur qu'il y a. Et qui nous permettent justement de réussir ces transformations-là. Le 29 juin, notre prochain invité sera Franck Gervais, le DG du groupe Pierre et Vacances, qui nous parlera aussi de comment réinventer son leadership, comment on change de business model, comment on le fait évoluer tout en gardant son ADN. Au sein de cette fabrique, on éclairé, et ça c'était ma volonté, on fait aussi grandir avec des parcours expérientiels et immersifs de coaching de leadership. Ces parcours-là sont à la fois individuels et collectifs, sur mesure, et sont basés sur un protocole avec une clé d'entrée par l'expérience immersive qui est puissante et qui permet d'avoir des résultats, maintenant on le sait depuis 2 ans, qui sont 5 fois plus rapides et durables qu'un coaching traditionnel ou qu'une formation sur les soft skills. Donc ça, c'est la deuxième mission de la fabrique, faire grandir le leadership. L'engagement, et c'est notre engagement, le Lab des éclaireurs, qui a pour vocation d'accompagner les entreprises qui souhaitent faire bifurquer leur business model vers des modèles plus vertueux, plus éthiques et plus responsables. Donc, on dépasse le stade de la RSE, c'est de se poser la question comment est-ce qu'au sein de nos business models, en fait, on peut les faire bifurquer pour qu'on puisse être réellement aligné avec les enjeux d'écologie et sociaux aujourd'hui. Donc, puis j'invite les entreprises qui sont intéressées, qui souhaiteraient rentrer dans cette démarche, à nous contacter pour postuler, parce qu'on met une squad à disposition pour pouvoir permettre de le faire. Et enfin, le club des leaders éclairés, j'avais envie que les dirigeants puissent s'entraider, puissent partager des choses de manière très opérationnelle. Donc, ce sont des moments de co-développement entre pairs. Ce sont des groupes, des moments où on trouve des solutions ensemble sur des problématiques très opérationnelles en seulement 2 heures. C'est incroyable l'intelligence collective, comme ça peut contribuer à ça. Et donc là, j'invite les participants qui voudraient le faire à nous rejoindre. On a mis en place des séances de découverte justement pendant 2 heures pour pouvoir, elles sont gratuites, donc n'hésitez pas à rejoindre, à postuler pour ces séances-là. La dernière en juin sera le 16 juin et après on attaquera à partir du mois de septembre. Donc voilà, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire sur notre site www.lafabriquedesleaderséclairés.dle.fr. Donc voilà pour l'actualité de la fabrique. Je reviens tout de suite à la présentation de Léa. Et Léa, je vous demande de me dire, j'espère que je ne vais pas écorner les choses. Et si c'était le cas, vous me dites et vous complétez, s'il vous plaît, Léa. Donc, vous êtes fondatrice et dirigeante. J'allais dire, vous êtes une serial entrepreneur, parce que vraiment, la palette, quand on a échangé ensemble, elle est super large. Là, on va vraiment se concentrer parce que vous êtes dirigeante aujourd'hui de votre actualité de 4 hôtels-restaurants à la fois en Normandie et dans les Alpes. Donc, vous êtes une vraie femme de défi, en fait, et vous aimez ça. Parce qu'après 20 ans, dont 10 ans en entreprise, dont 10 ans passés à la tête du groupe Interiors, hein, que tout le monde connaît pour la partie décoration, c'est une entreprise familiale. Vous avez ouvert votre premier restaurant à Honfleur, je crois. C'est ça, Léa? Oui, tout à fait. En 2016, fort de ça, en 2016, en plus, vous devenez la 4e femme présidente d'une chambre de commerce et d'industrie en France. Et pour aller au-delà, vous lancez le réseau Femmes et Challenge. Donc, parce que effectivement, vous êtes animée, et vous nous expliquerez qu'est-ce qui vous anime dans ce réseau, qui est aujourd'hui composé de 1000 membres et dans lequel vous souhaitez accompagner les femmes justement dans l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent dépasser le plafond de verre et devenir d'autres serial entrepreneuses. En fait, vous voulez faire d'autres serial entrepreneuses comme vous. Et puis l'actualité, votre actualité aujourd'hui, parce que vous deviez vous ennuyer, Léa, en fait, c'est ça. C'est qu'au mois de juillet, le 3 juillet, si je ne m'abuse, vous lancez la grande école, vous ouvrez la grande école avec un lieu unique dont vous nous parlerez, qui est foisonnant, un lieu de partage, d'échange et d'apprentissage. Donc, vous nous parlerez de ce lieu-là, en fait, puisque c'est un lieu unique, qui est et puis nous donner pourquoi ce lieu-là, en fait, et puis pourquoi la complémentarité par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, ça, ce sera les sujets qu'on va… Et Léa, je vous laisserai terminer de vous présenter. Et puis, quand vous aurez terminé de nous présenter avec ces 2 sujets-là,
moi, je vous poserai la question, puisque c'est le thème, c'est quel leadership pour fidéliser, attirer les talents dans un métier sous haute tension? On sait très bien qu'après le Covid, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, je pense qu'on est tous conscients et les médias l'ont bien relayé, sont des métiers haute tension. Il n'y a pas que ces métiers-là, hein, mais ça en fait partie. Ça a été un métier qui a été bouleversé. Les gens ont eu une vraie réflexion existentielle et se sont dit: «Est-ce que je continue à faire ce métier-là ou pas?» Et donc à vous, les questions qu'on vous posera, c'est à quels nouveaux défis managériaux est confrontée cette industrie aujourd'hui de l'hôtellerie et de la restauration? Comment vous faites pour y faire patte? Comment est-ce que vous faites? Et comment ce que vous faites peut être simplement, et on en parlait, en préparant cette matinale, pour être dupliqué ou en tout cas, déployé dans d'autres univers que le vôtre en fait, Léa, parce que c'est possible. Et puis quel modèle de leadership vous avez déployé dans le groupe et comment vous avez effectué ces transformations? Parce qu'effectivement, vous avez un modèle de leadership qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans ces métiers-là. Donc voilà l'heure qu'on va passer ensemble, les sujets qu'on va aborder. Mais là, je vous laisse finir et je vous donne la parole sur c'est quoi cette grande école en fait, tout d'abord. Enfin, c'est quoi la mission de Femmes et Challenge, par exemple, et c'est quoi cette grande école que vous êtes en train que vous allez lancer? Bonjour à ceux qui nous écoutent. Merci Muriel pour cette invitation. Je suis ravie. Alors c'est vrai que l'actu est un peu chaude, brûlante en ce qui me concerne, puisque comme vous l'avez dit, on ouvre le 3 juillet la Grande École. Alors la Grande École, c'est un lieu en plein centre-ville du Havre. Qui est un ancien bâtiment. Pour ceux qui savent, le Havre a été détruit pendant la guerre, et donc il y a quelques vieux bâtiments qui sont restés, dont cette école que j'ai rachetée et que je transforme en école. Donc il y a 1800 mètres carrés de surface intérieure, et puis il y a un terrain de 4000 mètres carrés, encore une fois en plein centre-ville. Et on veut que ce soit un lieu festif, où il se passe plein de choses, et une école. Donc dedans, il y aura un restaurant de 300 couverts, un bar, un hôtel sur le terrain qui sera le premier hôtel de plein air dans une grande ville. On aura un spa dans le grenier, et puis au premier et au deuxième étage, on aura une école. Et cette école, en fait, elle vient, et on y reviendra, mais j'ai voulu faire une école de par mes expériences, que ce soit celle de chez Interior, celle de Femmes et Challenge, de la CCI, de mes collaborateurs, de tout ce partage d'expériences. Et j'ai voulu faire une école sur le partage d'expériences, en fait, parce que je crois très fort à ça, et je sais que Muriel, vous partagez aussi ça. À la fois pour les particuliers, c'est-à-dire ça fonctionnera aussi un peu comme un club de sport. Vous pourrez faire du sport, vous pourrez venir faire tout ce qui est autour des arts, de la culture, des loisirs, de la cuisine. Et puis pour les professionnels, à la fois pour mon secteur d'activité, un de mes secteurs d'activité, l'hôtellerie-restauration, mais pas seulement. C'est plutôt autour d'un sujet aussi dont on parle pas mal, et vous en parlez, c'est autour des soft skills, la confiance en soi, comment aider les entreprises. Donc, on a des points communs à fidéliser leurs collaborateurs grâce à des parcours qui vont les aider sur cette partie, non pas métier, mais sur la partie montée en compétences et autour du leadership notamment, mais pas seulement. Donc voilà. Et puis quand même en février, j'ai aussi créé ma première start-up autour de la qualité de vie au travail. Ça aussi, de par mes expériences que j'ai pu avoir et une expérience perso. Où j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide sur le quotidien de ma vie perso, et qui soit j'avais pas le temps de le faire, pas envie, et j'ai créé mon assistant personnel, qui est un service dédié aux entreprises pour permettre à leurs collaborateurs d'avoir quelqu'un pour s'occuper des choses de leur vie perso, et avoir moins de charge mentale et être plus impliqué, plus efficace au travail. Voilà. Et puis, juste pour finir, vous parliez du réseau Femmes et Challenge, effectivement, que j'ai fondé il y a 5 ans maintenant. On est à 1200 membres, et ce sont à la fois les femmes entrepreneurs, donc qui créent une entreprise, qui en reprennent une, qui font croître leur entreprise, mais aussi les femmes en responsabilité, celles qui sont au sein de l'entreprise et qui voudraient évoluer, et qui ont besoin de plus d'audace, de s'inspirer de celles qui osent. Voilà. Et notre première valeur, la valeur la plus importante, c'est la mixité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas je le dis, nous ne sommes pas des féministes militantes, mais c'est justement aider les femmes à aller plus loin. Et donc, comment avoir plus de mixité en entreprise. Super, merci Léa pour ces compléments en fait. Donc vous ne devez pas vous ennuyer, je ne sais pas, vos journées sont beaucoup plus longues en fait, hein, c'est ça? Vous avez...
quand on veut, on peut. Et oui, c'est un peu chaud là. Je vous dis, effectivement, voilà, j'avais 80 collaborateurs. Là, j'en recrute 55 d'un coup, j'ai envie de dire. Donc ça aussi, c'est intéressant et ça va bien avec notre sujet d'aujourd'hui, je pense. Exactement. Alors du coup, comment on fait pour attirer les talents dans ce métier-là? Donc, c'est quoi les nouveaux défis en fait? Et donc, comment on y répond? Oui, on sait tous, et vous l'avez dit en introduction, qu'il y a une pénurie nationale sur notre secteur d'activité. Alors, ce qui change un peu, c'est que nous, on a été plutôt précurseurs sur la pénurie, en fait, et qu'aujourd'hui, effectivement, tous les secteurs sont touchés. Mais quand même, dans notre secteur, l'an dernier, il y a eu 200 000 personnes manquantes dans la restauration et l'hôtellerie. Évidemment, avec cette partie saisonnalité, parfois, hein, ayant un hôtel à la montagne, je connais bien ça aussi, et ça peut différer en fonction. Dans notre hôtel à la montagne, quand on a besoin de recruter, c'est 45 personnes sur 4 mois, et ces personnes-là changent en général tous les ans. Donc ça aussi, c'est encore autre chose. Je crois que comme partout, et donc dans notre secteur d'activité, nos collaborateurs, ils ont besoin de donner du sens à leur travail, et que les confinements et le Covid a eu ça de bon, j'ai envie de dire, c'est que les patrons des restaurants et des hôtels et de ce secteur-là, mais de tous, hein, mais là on va parler de secteur d'activité, ça a fait un peu une décharge électrique pour dire nous aussi il faut peut-être quand même qu'on réfléchisse à la marque employeur et au bien-être de nos collaborateurs et comment on peut faire, parce qu'on sait bien, vous le savez, puisque sûrement vous allez au restaurant de temps en temps ou à l'hôtel, en fait, notre métier, c'est d'être là quand les gens sont, eux, en repos, en vacances. Bon, ça peut être un déjeuner ou un dîner d'affaires, mais ou un séminaire. Mais enfin, c'est plutôt en général un bon moment. Et nous, on travaille midi, soir, 365 jours par an, le week-end, donc, alors que les autres, à ce moment-là, sont en repos. Donc, c'est pas évident de trouver du sens à son travail dans ces moments-là. Je pense qu'on a aussi des collaborateurs qui ont envie de moins travailler. On est aussi un secteur qui souffre d'une réputation encore, même si c'est moins vrai, mais qui souffre de cette réputation de faire beaucoup d'heures, par exemple. Et parfois aussi, on souffre de cette réputation de manque de respect dans certaines équipes en cuisine. Là encore, on ne va pas le retrouver dans notre secteur, mais je l'ai vécu quand je me suis formée au métier, parce que je me suis formée, je suis passée par des cuisines et j'ai vécu ces moments-là il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, même si ça bouge et que le Covid nous a obligés à nous remettre en question là-dessus. Et puis, le management à l'ancienne, il faut que ce soit fini. Ça existe de moins en moins, mais il faut que ce soit, derrière nous. Et on a cette chance dans nos métiers où, en fait, on peut évoluer très vite. C'est pas le cas dans tous les métiers, en fait. Et nous, on a un apprenti, et j'en ai plein chez moi, mais chez d'autres aussi, qui arrive en stage, puis apprenti, puis on lui fait un CDI, puis il va être chef de commis de cuisine, chef de partie, seconde cuisine, chef de cuisine. Alors, il faut l'accompagner, ça c'est encore le sujet du management et du leadership autour de ça, mais c'est aussi un métier qui permet ça. Donc, on a ce métier passionnant, que ce soit dans la restauration ou l'hôtellerie, mais effectivement, le leadership et les conditions de travail sont énormes. Alors, je ne vais pas dire que chez nous, il n'y a pas de turnover. Ce ne serait pas vrai. Et d'ailleurs, moi, je crois que les entreprises qui n'ont pas de turnover, ce n'est pas très bon non plus, d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, quelque part. Et ça, c'est des retours d'expérience que j'ai, de discussions que j'ai avec d'autres dirigeants de mon secteur d'activité, d'autres secteurs, ça peut être l'industrie, le commerce, tout ça. Mais on s'en sort plutôt pas mal. C'est une multitude, parce que vos questions m'ont fait réfléchir, évidemment, et donc il fallait que je pose, et je pense que c'est un peu une épicerie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est une multitude de petites choses qui font que, et je me sers énormément des expériences dont on a parlé là, c'est-à-dire que moi, la restauration et l'hôtellerie, c'est un nouveau métier pour moi. Ça fait 12 ans que j'exerce ce métier-là, et donc je me sers aussi de ma casquette que j'avais de directeur général de l'entreprise Interiors, où j'avais 400 salariés en France, 1000 dans le monde, de la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, où j'avais 200 élus qui sont des patrons d'entreprise,
des gens bénévoles qui s'impliquent, Femmes et Challenge, où c'est du bénévolat aussi, avec des actions. Et je me sers de tout ça et j'essaie d'appliquer quelques recettes. Et puis, je me suis formée, bien sûr, j'ai vu et donc j'ai appris tout ça. Est-ce que je continue, Muriel, sur justement ce qu'on met en place? Continuez. Moi, ce qui nous intéresse, c'est les tips. C'est quoi les recettes de cuisine? La marque employeur. Alors, il y a des choses comme ça, je ne mettais pas forcément un nom dessus, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de marque employeur. Et effectivement, je pense qu'elle est indispensable. La marque employeur, c'est l'image de l'entreprise. Et donc, là, encore une fois, ça passe par plein de petites choses pour faire en sorte qu'on ait envie. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Alors, je me suis pris quelques petites notes, vous permettrez, je regarde de temps en temps je ne vais pas tous les citer, mais déjà, je crois que y a besoin de leaders. Plus aujourd'hui, il y a toujours eu besoin d'un leader dans l'entreprise, plusieurs leaders dans l'entreprise, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Donc, et puis, parfois, on croit aussi que c'est un gros mot de dire qu'on est leader. On a le melon, alors que je pense que c'est très important, il faut prendre son rôle au sérieux. Et donc, moi, je prends ce rôle-là au sérieux et j'essaie de le transmettre aussi à mes responsables, mes managers responsables. Et donc, je crois que nous, on est là, on est au service des collaborateurs de l'entreprise. Et ça, on le fait. Je pense que il faut pas c'est pas l'inverse. Hein. La semaine dernière, j'ai encore eu quelqu'un qui m'a dit non mais attends, mais c'est dingue, il fait pas ce que je lui dis. Moi je suis là et je fais très attention à ce que, alors ça marche pas à tous les coups. Hein, je voudrais pas qu'on pense que j'ai le melon justement, mais je fais très attention à ce que mes équipes aient tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, alors de façon très pragmatique chez nous, sans être béni oui non plus. Il y a plein de choses. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes chez nous. Et il faut les aimer, les jeunes. Parce qu'il faut arrêter de dire « les jeunes, les Z, les X, et tout ça, là, c'est compliqué à gérer. » Non, c'est juste qu'ils sont différents. Par contre, ils sont formidables. Donc déjà, dans les valeurs qu'on donne au sein de l'entreprise, alors moi, je n'ai pas le choix que de travailler avec des jeunes, mais j'adore ça. Et donc, ce n'est pas le point le plus important, mais c'est un des éléments de dire comment… on intègre bien les jeunes, on les écoute, on ne les prend pas pour des petits jeunes justement à qui on va tout apprendre, mais justement, il faut les écouter et leur demander ce qu'ils pensent du fonctionnement. Donc ça, j'y reviendrai, mais l'intégration, quand on a un jeune, lui demander après qu'est-ce que tu as vu dans cette première semaine, comment tu t'es senti et surtout, qu'est-ce que tu crois qu'on devrait changer? Donc, être à l'écoute des jeunes parce qu'on est un métier où il y a énormément de jeunes. Il faut, on disait, être soucieux du bien-être de nos équipes. Et là aussi, ça passe par plein de choses. Et notamment, j'ai recruté une happiness officer il y a 2 mois maintenant, parce que comme on va recruter 50 personnes, on les recrute là au fur et à mesure, on en a déjà 30 qui sont chez nous nouveaux et qui sont arrivés en même temps. Donc, quand vous êtes une PME, j'ai le resto Les Enfants Sages au Havre, 20 salariés dans le resto, et c'est en face des enfants sages qu'on ouvre et qu'on rajoute 50 personnes. À la fois, il ne faut pas que je déséquilibre l'ambiance qu'il peut y avoir avec les 20 personnes qui sont déjà là, mais il faut que j'intègre correctement les 30 autres. Donc, on a une happiness officer, Barbara, qui est arrivée il y a 2 mois et qui est payée pour s'assurer que nos collaborateurs sont heureux de venir travailler. Donc, elle a plein d'actions. Elle est autour du team building. Elle va faire l'intégration de chaque collaborateur en plus du manager. Elle va veiller à ce qu'il ait tout pour travailler dans les bonnes conditions. Elle va présenter à l'entreprise. Je pense que cette période d'intégration, elle est énorme et elle contribue largement au fait que nos collaborateurs se sentent bien. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus pour que ça se passe bien, mais il faut le partager avec d'autres. Et donc, le fait, alors nous, on peut se payer, entre guillemets, une happiness officer, c'est un coût, mais je pense que le retour sur investissement va être forcément important. Donc ça fait partie des tips et ça marche super bien, l'intégration, là. Il faudrait qu'on se revoie dans 6 mois pour que je vous dise quel a été le taux de turnover sur nos 50 qui sont arrivés, mais en tout cas, ils ont l'air plutôt heureux aujourd'hui. Léa, vous en parlez quand vous recrutez de cette intégration? C'est important de le valoriser au moment où vous avez des entretiens d'embauche?
Oui, on en parle. Alors maintenant, d'autant plus facilement qu'on a quelqu'un, enfin on dit, c'est Barbara, notre happiness officer, qui va s'occuper de vous. Et puis on prépare l'arrivée, c'est-à-dire que à J-5, on envoie un message pour dire comment ça va se passer l'arrivée, on vous attend à telle heure, etc. Puisque là aussi, on partage d'expérience. Moi, j'entends régulièrement des candidats qui ont mal vécu ça parce qu'ils sont arrivés, ils savaient pas à qui devaient s'adresser. Donc ça me semble très important. Donc oui, on en parle. Et on lui demande après, et moi je demande, est-ce que ça s'est bien passé, ton arrivée? Est-ce que tu avais tout ce qu'il fallait? Il faut que tu me dises pour qu'on puisse progresser. Donc oui, on en parle à ce niveau-là. Je pense aussi, parce que c'est à la fois comment fidéliser nos collaborateurs et donc éviter trop de turnover, mais c'est aussi comment recruter, puisqu'on le disait, c'est compliqué dans notre métier. Donc, il y a plein de choses. Il faut soigner sa communication. Moi, depuis que j'ai ouvert mon premier resto, j'ai un community manager. Il y a de plus en plus de restos qui le font. Ils veulent pas forcément mettre les moyens d'avoir un community manager à temps plein pour gérer ça, pour gérer la marque employeur, parce que c'est aussi la marque employeur, un site internet. Mais on peut aussi faire appel à une agence ou un freelance qui va vous aider à ce sujet-là. Parce que moi, j'entends aussi pas mal de dirigeants de mon secteur ou d'autres qui me disent « Ah non, mais par contre, moi, le site internet, il faut que je le refasse. » Déjà, tu refais ton site internet et puis après, je t'assure, ça va aller mieux quand même quand les gens que tu veux recruter vont forcément voir un site internet, un compte Insta, un LinkedIn. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste des réseaux qui existent, mais il faut que ça leur donne envie. Donc, c'est une priorité pour recruter. Aujourd'hui, tu ne peux pas recruter dans l'hôtellerie ou la restauration si tu ne donnes pas envie sur ton Insta ou LinkedIn aussi sur certains postes et sur ton site internet. Donc, il faut soigner sa communication. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise a grossi en ce qui me j'ai 5 personnes en communication, dont une stagiaire, donc 4 personnes plus une stagiaire, et on met beaucoup d'argent là-dessus, mais ça marche. C'est-à-dire que pour recruter mieux et pour fidéliser, il faut investir. Et je pense que ce côté communication est très important. Et justement, on va beaucoup mettre en avant, alors parfois je ne trouve pas encore assez, mais en tout cas on essaie de mettre en avant nos équipes. Sur un moment, le cocktail de Damien, ça va être aussi Mathis, on avait un apprenti qui a fait un concours dans son école un concours de cuisine dans son école, on l'a mis en avant. Ça va être voilà, David Beckham qui vient au restaurant, évidemment on va le mettre sur les réseaux sociaux. Et comme ça, nos équipes, elles sont fières. Alors, tout le monde n'a pas David Beckham, et c'était il y a 3 ans ou 4 ans, et je ne l'ai pas tout le temps. Mais j'en ai d'autres. Et en tout cas, il y a toujours des moyens de pouvoir donner envie. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Un autre tips, parce que je ne l'ai pas toujours fait, et quand je ne l'ai pas fait, ça a été moins bien, c'est de fêter les victoires. On le sait tous qu'on devrait faire ça. Mais parfois, mes responsables de certains restos, hôtels, tout ça, je leur dis, parce que j'ai des réunions importantes où j'essaie de l'idée au maximum et d'emmener et de transmettre les valeurs. Et je leur dis, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas tous réunis pour fêter une victoire? Ouais, mais alors, il n'y a pas le temps, tout le monde n'est pas là, etc. Et en fait, moi, c'est aussi un peu mon rôle, c'est que je fais attention à ce qu'on puisse faire ça. Donc, on va fêter... on peut trouver n'importe quoi, le permis de conduire de telle personne qui l'a passé 3 fois, qui l'a raté, et là, qui l'a eu. Eh bien, très bien. Ça peut être un bébé, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Et donc, en général, d'ailleurs, on regroupe, on met 2-3 events ensemble, et puis on prend un petit coup de champagne tous ensemble avant un service. Et c'est un moment, je pense important. Et on peut avoir tendance à ne pas le faire parce que ça prend du temps, quoi, encore une fois, et pourtant, ça rapporte beaucoup sur la fidélisation, sur le fait que l'équipe se sente un peu comme dans une famille, on se sent bien, et quelle que soit la taille du resto, parce que j'ai des restos de plus ou moins grands, je pense que ça compte aussi. Donc, je voulais transmettre ça parce que je ne suis pas la reine de ça non plus, mais je sais que quand je le fais, hop, ça donne un boost énorme. Au niveau, bien sûr, des plannings,
Au niveau des plannings, on a, encore une fois, je disais, au niveau des conditions de travail, c'est pas toujours évident. Donc, en fait, depuis très longtemps, je crois, depuis peut-être pas le premier resto, mais 1 an après la création de mon premier resto, on est passé sur des semaines de 4 jours dans notre métier. Je sais qu'on en parle pour d'autres secteurs d'activité. Je regarde ça de près parce que je trouve ça passionnant comme sujet. Et donc, nous, on est passé sur… mes équipes sont à 39 heures et elles sont réparties sur… donc, leur journée est répartie sur 4 jours. Et ça leur permet d'avoir… alors, je vais dire en famille, mais pas forcément, avec leurs potes, avec qui ils veulent, en tout cas, 3 soirées. Et c'est quand même plus les soirées qui posent problème dans notre métier que le midi. Et ça, on le met en place. Et c'est très rare qu'on déroge à la règle. Et on y arrive bien, en fait, à gérer sur 4 jours. Et je pense qu'on offre là un avantage très important. Donc, on fait ça. On essaie de donner à chacun un week-end par mois aussi. Parce que là aussi, c'est important le week-end, voilà, surtout, que ce soit le samedi ou le dimanche. On essaie de donner un week-end par mois et donc on tourne par rapport à ça. On est aussi dans un des restos, on est en train de mettre en place aussi, on teste ce qu'on appelle la journée continue en fait dans notre métier. Vous êtes soit en coupure, vous travaillez le midi, vous arrivez à 10 heures en gros, vous finissez après le service du midi, vous avez 3 heures l'après-midi de pause, vous revenez à 17h30, etc. Enfin en fonction, voilà. Et là, on est en train de tester sans coupure, c'est-à-dire vous arrivez le matin et vous finissez plus tard l'après-midi, vous finissez à 18h par exemple et vous avez votre soirée, vous avez à contrario une équipe qui commence un peu plus tard et qui fait la soirée. Donc pour éviter ces 3 heures de pause, on est en train de mettre en place ça et de tester pour voir comment ça peut fonctionner. Et ça c'est vraiment, je pense, je me demande s'il n'y a pas que dans la restauration qu'il y a ce souci-là, peut-être pas, justement cette coupure. Ça, c'est vraiment très spécifique à notre métier. Et donc, quand eux, ils disent « Ah ouais, tu travailles comme ça », donc l'image des autres peut intervenir. Et donc, c'est là où il faut trouver des solutions. On a aussi mis en place une pointeuse depuis longtemps parce que notre métier ayant cette réputation, comme je le disais, de faire beaucoup d'heures, au moins les choses sont claires. C'est-à-dire que alors ça arrive que quelqu'un finisse 1 heure ou 2 heures fasse 1 heure ou 2 de plus dans la journée, dans la semaine, ou 5 heures de plus dans la semaine, mais tout ça est mis sur la pointeuse et donc les heures qui sont faites sont récupérées en fait. Et ça, je crois que c'est important aussi parce que il n'y a pas de raison de faire 45 heures à quelqu'un qui est payé 39. S'il est payé 39, il doit faire 39, pas 45. En tout cas, il doit soit récupérer, soit être rémunéré pour les heures qu'il fait en plus. Et ça, c'est aussi assez propre à notre fonctionnement. Alors, je me permets, je vois juste dans le chat, je vois Corinne qui dit « Happiness Officer, je pensais que ça avait basculé dans l'ancien management qui ne fait plus à tout prix promettre le bonheur au travail. Travail nécessaire, alimentaire, sympa si possible, le bonheur est une notion individuelle. » Comme la motivation d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, le travail, moi, je suis d'accord avec vous. Le travail, c'est pas une valeur. C'est juste qu'on est obligé de travailler. Donc, tant qu'à travailler, autant que ça se passe bien. Moi, c'est plutôt la façon que je vois ça. Hein. Évidemment, on dirait à tout le monde, si tu avais le choix, tu viendrais ou pas travailler? Et si on vous répond, non, en fait, je préférerais faire autre chose, c'est que ce n'est pas une valeur. Hein. Comte Sponville en parle très bien de ça. Et donc, alors, moi, je ne crois pas que ce soit l'ancien management, parce que, justement, il faut faire en sorte… non, moi, je crois qu'on peut avoir du bonheur, alors le bonheur au travail, en tout cas, faire qu'on est bien quand on vient travailler et que parfois, c'est des petites choses qui peuvent être réglées et on passe à côté. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dedans et on passe à côté. Genre, ça fait 3 fois que j'ai demandé des nouvelles chaussures en cuisine et du coup, là, j'ai un peu mal aux pieds et j'ai pas eu ma commande. Et le responsable a peut-être oublié les sont arrivés, il a oublié de lui donner. L'happiness officer, il est là pour, en voyant régulièrement tout le monde, gérer ça. Ou alors, un collaborateur n'ose pas dire à son responsable ou à moi, je suis en instance de divorce, par exemple, ou j'ai un souci, ou
mes parents sont malades, etc., etc. Et il va pas oser le dire parce qu'il veut pas, il veut trouver le bon moment, il le trouve pas, c'est comme ça aussi. Et donc l'happiness officer, c'est la personne à qui on va pouvoir aller se confier et elle va venir me voir ou voir un responsable en disant bon, tu sais, telle personne est pas bien en ce moment, donc voilà, vas-y mollo, quoi. Enfin, faut peut-être plus d'accompagnement, tout ça. Donc c'est ça le rôle de l'happiness officer. C'est nouveau pour nous, il y en a que 650 en France. Hein, donc effectivement, soit c'est parce que c'est un vieux métier, donc voilà, vous avez raison. Soit c'est parce que il faut oser investir. Quand on est une PME de 100 collaborateurs, il faut oser investir un salaire de plus pour quelqu'un qui travaille là-dessus. Et donc, je pourrais vous dire dans quelques mois si ça porte ses fruits ou pas. Mais en tout cas, je suis certaine, je pourrais parler longtemps de la business officer parce qu'évidemment, j'y ai beaucoup réfléchi. Mais voilà pour répondre, j'espère, à cette question-là. Merci Léa. Je reviens sur une chose, ce que vous disiez avant de reprendre, c'est les valeurs en fait. Alors, donc, merci d'avoir répondu sur le chef happiness. Ma perception à moi, c'est que c'est comme un jardinier qui veillerait à ce que le terreau soit favorable en fait. C'est-à-dire, il va rajouter un petit peu d'eau quelque part s'il voit qu'il en manque, etc. Le manager faisant aussi partie de ça, mais lui, il va veiller de manière un peu plus précise, qu'il n'y ait pas de manquement sur le terreau, en fait. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le chef happiness, parce que, comme vous l'aviez dit, sur les éléments fondamentaux, on parle d'intégration, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a tellement d'entreprises qui font pas vraiment d'intégration, où j'entends beaucoup de collaborateurs qui disent on nous a mis au poste et puis on nous a dit débrouille-toi, quoi, en fait. Donc voilà, alors c'est pas la majorité, mais des fois dans la réalité c'est ce qui se passe par manque de temps, parce que les parcours, même s'ils sont fléchés, ils ne sont pas forcément tous opérants. Donc voilà, donc merci d'avoir répondu là-dessus, mais je reprenais sur les valeurs justement. C'est quoi les valeurs que vous véhiculez? Vous en avez dit une, c'était la diversité. Et c'est quoi les autres? Oui. Alors, le respect, puisque là encore, alors ça devrait exister partout, mais on est un métier, moi j'ai vu des choses, mais quand je me suis formée, je suis allée dans des restos, j'ai vu des choses, y compris dans mon resto d'ailleurs à l'Alpe d'Huez, hein, où j'ai vu des choses mais absolument inacceptables. Que j'avais jamais vécu avant chez Interiors et que voilà. Et là, je me suis dit mais non, mais c'est pas possible, quoi. Il faut du respect. J'ai vu des jeunes chez moi en stage, 16 ans, vous approchez d'eux, ils lèvent le bras comme si vous alliez les taper, quoi. Hein. Donc j'ai vu des choses fous. Alors heureusement, c'est de moins en moins, mais je pense que voilà, le respect est important, enfin est primordial. Que ce soit le respect, on a dit, des jeunes, que ce soit le respect de tout, pas de racisme, pas de… Et je pense que de le dire, parce que c'est ça en fait, une valeur, soit je les ai dans ma tête et je les garde pour moi et je me dis ça c'est important, soit je les transmets. Je pense qu'on a un petit peu de progrès, peut-être que, enfin, on a sûrement des progrès à faire en termes de transmission des valeurs. C'est un bon sujet parce que je crois que juste de dire ah bah tiens, moi je crois que les valeurs c'est ça et je vous les transmets, ça suffit pas. Il faut quand même les construire avec l'équipe. Et ça c'est peut-être quelque chose que on fait sans s'en rendre compte, mais qu'on n'a pas posé. Donc j'avoue que ça, on a un point de progression sur ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est les valeurs et dans mes valeurs aussi. Alors c'est les miennes, mais j'essaie aussi de les transmettre. C'est justement de se sentir bien au travail. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Après, l'honnêteté, et ça, je le dis aussi, c'est-à-dire que je fais confiance, mais le jour où je peux plus avoir confiance, et donc c'est dans les valeurs de l'entreprise, ça devient plus compliqué. Voilà. Bon, la mixité, parce que vous adressez quand même à une femme qui fait bouger l'entrepreneuriat des femmes, tout ça. Donc, bien sûr, enfin, on se doute qu'avec moi, il ne va pas y avoir trop de soucis sur la parité ou en tout cas la mixité au sein des responsables, en tout cas, parce que c'est en général, vous savez que plus on monte dans la gouvernance, moins il y a de femmes postes en responsabilité, mais ce n'est pas forcément notre sujet d'aujourd'hui, mais ça en fait partie. Voilà, donc j'ai peur de vous répondre à côté sur les valeurs parce que je ne suis pas certaine. Travailler. Ouais, voilà. Ouais, très bien, une piste de progression. Donc, super. Oui, tout à fait. Donc, quand je vous ai interrompu, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Donc, c'est passionnant, il y a l'intégration. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On encourage les initiatives. Et
Parce que, par exemple, dans notre métier, il est très répétitif. D'autres métiers sont pareils, donc plein pourront se reconnaître et en tout cas tout ça. Mais vous arrivez le matin, vous épluchez les pommes de terre, enfin, vous voyez, c'est très répétitif, vous envoyez, vous mettez la table, etc. Alors en salle, vous avez le contact avec les clients qui fait que ça change tout le temps. Mais c'est quand même des métiers répétitifs, passionnants, mais répétitifs parfois. Donc en fait, quand il y a des personnes qui ont envie de prendre plus de responsabilités ou donnent des idées, il faut vraiment être à l'écoute. Et il ne faut surtout pas répondre « Oh non, c'est pas possible ». Alors parfois, il faut expliquer pourquoi on ne peut pas le faire, mais parfois, pourquoi pas le tenter. Comme par exemple, on a été très précurseurs dans le tri de nos déchets dans mon resto du Havre. Et donc, j'avais 2 personnes très attachées à ça, parce qu'il faut trouver les ambassadeurs, et donc qui, eux, ont été les référents, on va dire écolo, environnement, enfin on les appelait, voilà, c'était nos référents, et donc ont mis en place, bien sûr je les ai accompagnés, on a investi pour mettre en place le tri des déchets comme il fallait, on a fait appel à l'entreprise qui allait bien. Et ça, donc, c'est des personnes qui ont porté ça. Ou bien, tout simplement, aller checker les températures des frigos, même si on a des éléments automatiques qui relèvent la température des frigos en automatique. Vous voyez, c'est tout simple, mais il faut aussi le faire. Ou une personne de la communication qui voudrait gérer l'accueil sur un midi un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais un midi avec beaucoup de monde. Il nous manque quelqu'un, on a besoin de quelqu'un qui gère l'accueil. Hop, il y a quelqu'un des bureaux qui peut venir aider. Voilà. Donc ça, on le fait beaucoup. Et j'ai mis aussi en place quelque chose d'un peu. Alors, je l'avais déjà mis en place pour les vendeurs et vendeuses chez Interiors, dans le meuble et la déco, et je l'ai mis en place là. C'est aussi une grille. Alors, c'est une grille, ça peut ne pas plaire parce que c'est une forme de notation, mais en fait, je me suis dit, vous arrivez, vous avez un salaire dans l'entreprise. Sauf que comme partout, vous en avez qui sont plus impliqués, qui bossent mieux, etc. Comment valoriser ces personnes-là, ne pas les perdre ? Parce qu'en fait, dans notre métier, mais comme dans beaucoup, ils vont la porte en face, ils auront 100 € d'augmentation, hein, enfin, ou 200, enfin, donc le salaire, en fait, sauf que le salaire dans notre métier, il arrive en 19e position des attentes des collaborateurs. Donc, vous imaginez, c'est pas, même s'il faut plutôt bien payer, que les salaires ont été réévalués, c'est une très bonne chose, c'est pas la chose principale. Et donc, attendez que je me souvienne ce que je voulais dire. Ça y est, j'ai oublié. La notation, elle est voilà. Et donc, je me suis dit, comment différencier et récompenser ceux qui bossent le mieux, que ce soit pas par l'ancienneté, parce que, pardon, mais c'est pas un critère que j'aime beaucoup, l'ancienneté. Et donc, il y a un critère sur savoir-faire et savoir-être. Et c'est la personne qui s'auto-évalue, le manager évalue la personne, et ensuite, on fait un entretien entre le manager, le collaborateur et moi, et on regarde où sont alors les différences de notation, les points de progression. À chaque fois, on soulève 3 points de progression au trimestre. Et donc, en fonction de la note obtenue, donc ils ont tous les éléments, la note, les critères, parce qu'il y a des critères évidemment qui sont plus ou moins forts en termes de notation. Et donc, la note qui est donnée donne droit à une prime. Et puis, il y a tout un système. Vous avez la prime pendant 3 mois. 3 mois après, quand on repasse, soit vous avez toujours la même note et à ce moment-là, la prime rentre dans votre fixe. Bon, voilà, j'espère que c'est à peu près clair ce que je dis, j'exprime par rapport à ça, mais ça plaît plutôt bien et puis ça permet de dire que voilà, on est valorisé au sein de l'entreprise et on peut avoir un bon salaire. Enfin, moi, j'ai des personnes qui ont une super prime grâce à ça, en fait, hein, donc c'est bien. Et comment est-ce que les managers, ils accompagnent ça? Parce que quand on parle d'axe de progression, ça veut dire qu'il faut un accompagnement, un soutien. Là, on fait appel à la notion de manager coach, en fait. Je me mets au service d'eux pour faire grandir. Comment est-ce qu'ils font, vos managers? J'ai passé du temps avec eux. Ça, je le fais dans dans deux lieux, je le fais. Et donc, il a fallu que j'accompagne les managers. Donc, au début, c'est moi qui ai fait, en présence du manager, le système de discussion. Le feedback. Ouais, le feedback. Et puis ensuite, là, ils le font tout seuls depuis au Havre, vous voyez, depuis 6 mois, ça fait 2 fois qu'ils le font tout seuls et j'ai dû le faire, on l'a fait vraiment ensemble pendant presque 1 an. Voilà. Parce que je voulais être sûre, parce qu'il n'y a rien de pire, vous savez, c'est comme les entretiens annuels, il n'y a rien de pire qu'un entretien annuel qui ne donne pas suite. Donc nous, on se sert de ça 1 fois par an, c'est notre entretien annuel, en fait, obligatoire.
Mais donc, on met en place les formations, ce qu'il faut derrière pour faire en sorte que ça aboutisse. Voilà, donc ça, on a mis ça en place aussi. Les pourboires, alors ça, c'est spécifique aussi. Alors, il n'y a pas que dans notre métier qu'il y a des pourboires, mais vous savez que, alors d'ailleurs, je passe l'info. Parfois, on me dit, oh, non, j'ai que 2 €, je ne vais pas laisser 2 €. Si, en fait, de laisser un pourboire aussi, c'est une reconnaissance forte pour les équipes. Et dans nos entreprises, hôtels, restos, spa, et ce sera pareil pour l'école, tout ça, le pourboire est partagé à part égale entre toutes les personnes de la société. Alors, pas dans les bureaux, ce n'est pas transmis au bureau, mais par contre, que ce soit la salle ou la cuisine, récupère le même pourboire, qu'on soit chef ou commis, et qu'on soit en salle ou en cuisine. Alors, il y en a pour qui ça paraît peut-être normal quand je suis en train de dire ça, mais je peux vous assurer qu'il y a plein encore de restaurants où les pourboires vont plutôt en salle qu'en cuisine, un peu plus à certaines personnes qu'à d'autres, etc. Donc, c'est un tips, mais qui fait que peut-être on est content d'être dans la boîte parce qu'il y a équité, on trouve aussi équité à ce niveau-là. Il faut, je saute un peu du coq à l'âne, mais ça, je crois que c'est valable dans notre métier et partout, c'est qu'il faut avoir des annonces séduisantes, des annonces de recrutement séduisantes. Et on peut avoir le réflexe de dire tout ce qu'on attend de la personne, encore aujourd'hui. C'est-à-dire, je cherche un chef de parti qui soit rigoureux, qui ait au moins 3 ans d'expérience, qui sache gérer des commandes, etc. Non, en fait, j'apprends et j'apprends. Alors, ça fait un moment que j'essaie de faire ça, mais quand c'est pas moi qui fais l'annonce, parce que c'est toujours moi qui fais l'annonce, je suis très vigilante là-dessus et parfois il y a quand même encore des petits ratés où on annonce ça et enfin nous on a un pôle emploi franchement insupportable au Havre qui ne veut pas de nos annonces sympas, qui nous remet tout dans l'ordre où on ne voudrait pas, tant pis pour eux s'ils écoutent et donc on se bat un peu avec ça, mais on dit ce que nous on apporte aux collaborateurs. Vous allez travailler 4 jours par semaine, vous allez être intégrés, l'ambiance est sympa, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit, ça paraît une évidence peut-être aujourd'hui, mais franchement, quand vous allez voir les annonces, parfois, c'est pas encore une évidence pour tout le monde, je pense. Donc ça fait partie aussi, je pense, des tips qui nous permettent de mieux recruter, Et on soigne beaucoup ce qu'on appelle maintenant, c'est très à la mode, le off-boarding, c'est-à-dire le départ des collaborateurs, parce qu'on en a. Et ça, on le soigne aussi. Alors, sauf si vraiment c'est pour une raison catastrophique, mais c'est très, très rare. Mais sinon, on le fait. On a dernièrement Jonathan dans un des restos qui est resté avec nous 7 ans, qui a super évolué, un peu comme je vous l'ai dit, jusqu'à être seconde cuisine, à gérer la cuisine, voilà, et qui est parti. Parce que pour des raisons personnelles, il ne pouvait plus travailler le soir, il est parti et donc on a fait un pot, on a pris le champagne, on a fait un petit discours, on lui a offert un cadeau, enfin les équipes, enfin voilà, il y a eu un cadeau et je crois que c'est important parce que là dernièrement, par exemple, on a récupéré entre guillemets 2 personnes qui étaient parties de chez nous il y a 2 ou 3 ans. Un, parce qu'il est arrivé chez nous à 17 ans, il avait fait un peu tout et au bout d'un moment, on lui a dit, écoute, va voir autre part, ça va te faire du bien aussi d'aller voir autre part parce que tu as travaillé que chez nous, stage, apprenti, CDD, CDI, etc. Donc, va voir autre part. Et le départ s'est bien passé, tout ça, la preuve. Et puis un autre qui n'avait pas eu le poste qui pensait avoir au retour des confinements et qui a été déçu et qui nous a quittés. Et là, les 2 viennent de revenir, super contents. Et ce sont 2 belles personnes. Ils auront fait 3 ans, ils auront appris plein de choses chez des confrères. Et donc, ils reviennent. Donc ça, je pense que c'est important de soigner ça, même si de temps en temps, ça nous énerve. Ça nous énerve que les gens s'en aillent. Et j'ai changé. À 30 ans, je ne faisais pas comme ça. Moi, j'interdisais les pots de départ. Quand j'avais 30 ans et à 30 ans, j'ai pris la direction générale de l'entreprise de mes parents et j'interdisais les pots de départ, ça m'horripilait en fait. Et aujourd'hui, vous voyez, alors avec l'âge, avec l'expérience, avec ce que j'ai vécu, en fait, on le prend bien et puis ça passe quoi. Donc voilà un petit peu. Il y a plein de choses, je regarde, mais les réunions très important aussi.
Moi, je vois mes équipes, mes managers tous les 15 jours en réunion pour savoir si tout va bien. Et tous les 15 jours, ça revient vite. Hein. Parfois, je fais « Ah bon, on vient de se voir ?» Mais non, en fait, ça, voilà. Et puis, les équipes, des rituels aussi. Il faut mettre en place des rituels. On fait tous les 2 mois avec les équipes. J'essaie pas. On le fait, on se voit, on présente les nouveaux. Enfin, plein d'actions, et c'est pour ça qu'en réfléchissant à votre question sur qu'est-ce qui fait que, alors on est loin d'être parfait, et je me nourris aussi beaucoup de ce que je peux lire dans les magazines, de ce que je peux appliquer, de ce que je lis, voilà, vos podcasts qui sont très bien et qui donnent plein de tips, tout ça. Et voilà, on essaie de progresser, mais je crois qu'en tout cas, il faut rester absolument positif. Parce que c'est aussi l'image qu'on donne, et que même si on a des soucis plein la tête, on n'a pas besoin de les transmettre à nos équipes, que ce soit nos managers ou nos collaborateurs. Ça doit rester dans notre tête. On ne doit pas râler. On doit toujours être dispo et à l'écoute, parce que c'est ça notre job de leader, en fait, c'est d'être à l'écoute, et entre autres, donc faut prendre sur soi, c'est sûr. Il y a des moments où on a plutôt envie d'envoyer balader, non pas qu'on leur en veuille, mais qu'on a la tête farcie. Mais voilà, ça nous regarde. C'est notre job de responsable. Et pareil c'est-à-dire que moi, je suis patron propriétaire, mais pareil pour mes directeurs qui aussi, c'est ce que je vois avec eux. Moi, je fais en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut pour être bien. Quand ça va pas, j'essaie de comprendre pourquoi. J'ai des séminaires, je mets en place des séminaires avec mes directeurs de business unit. Tout là pour le lancement, toutes les 6 semaines pendant 2 jours, hein, ça revient vite. Et tout ça, je prépare. C'est ça mon job principal, quoi. Plus la vision. Enfin bon, bref, on n'est pas. L'intérêt, c'est pas de savoir c'est quoi mon job, mais en tout cas de voir comment je lead au maximum mes managers. Léa, je voudrais repartir, justement, faire la transition. Vous me parliez de soft skills tout à l'heure, parce que vous parliez de ce que vous allez apprendre en leadership dans la grande école, en fait. Ça serait quoi pour vous les comportements, le savoir-être, et en quoi il est différent, en fait, surtout de ce qu'il y avait en savoir-être avant? Parce que chez vous, ce qui est marquant, c'est même le mot chef de cuisine. Chef, c'est très descendant et c'est très top-down. Et vous le disiez tout à l'heure, le chef, voilà. Donc, s'il y a un changement de paradigme, ça veut dire que peut-être les mots devront évoluer. Demain, on n'appellera peut-être pas plus un chef, mais il faudra peut-être trouver autre chose. Je ne sais pas, c'est peut-être… Mais justement, que ce soit vos managers ou vous en tant que leader, enfin vos managers et qui sont des leaders, c'est quoi pour vous l'évolution qu'on doit avoir sur les soft skills, sur le savoir-être pour être un leader demain inspirant, pour être à l'écoute, comme vous disiez. Donc, j'ai déjà noté ça. Pour écouter les signaux faibles, est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont ceux qui vous viennent et qui sont primordiaux dans ce changement de paradigme que vous vivez dans la restauration, enfin, dans votre métier? Effectivement, on a… Alors, ce qui peut être un peu différent chez nous, c'est que, je vous le disais, on peut évoluer très vite. Mais ce n'est pas parce que vous passez de commis à chef en quelques temps, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, que vous avez toutes les compétences d'être un chef de cuisine. Parce que ce qui manque souvent dans tous nos métiers, c'est le côté management, et encore plus le leadership, justement, dont vous parlez. Et ça, je crois qu'il faut… Alors, moi, je passe beaucoup de temps avec mes responsables pour leur expliquer c'est quoi aussi la différence entre un manager et un leader. C'est quoi le manager d'hier et le leader de demain, et qu'est-ce que j'attends d'eux, et notamment de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas tirer leur autorité de leur poste hiérarchique, en fait. Et que parfois, il y en a, ça m'arrive d'entendre, il m'a mal parlé ou tout ça. Et je dis, oui, et donc, je passe beaucoup de temps à dire, OK, il t'a mal parlé ou il n'a pas fait ce que tu lui as dit. Donc, tu es le chef et tu n'es pas content parce qu'on ne fait pas tout comme tu dis. Donc, je passe aussi un peu de temps justement sur la façon de s'exprimer. Et on a un métier où, par exemple, entre 12h30 et 13h30, quand vous devez envoyer 100 couverts et que vous n'avez pas beaucoup plus de temps parce que les gens sont pressés, et ça, c'est très spécifique à notre métier ou au métier dans l'urgence, etc., eh bien, il y a un moment aussi, on ne peut pas tout le temps parler. Donc, il faut trouver, on ne peut pas discuter, quoi, hein. Il faut trouver le juste milieu entre le oui, chef,
parce que c'est vrai que ça parle. Alors, moi, il n'y a pas trop de oui chef, c'est plutôt en blaguant qu'on s'appelle chef. Moi, j'appelle pas mes chefs, en fait. Je les appelle par leur prénom. Et c'est comme ça plutôt que ça se passe. Mais il y a aussi un moment qui est génial d'ailleurs. Hein. Moi, j'adore travailler en cuisine pour ça. C'est vraiment un moment, tu arrêtes de réfléchir, en gros, et tu bosses. Mais j'essaie d'expliquer, effectivement, on travaille là-dessus avec les managers, les chefs de cuisine, les responsables de salle, tout ça, pour faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils doivent développer leur leadership et que justement, eux, ils doivent être là pour s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut pour travailler et que l'ambiance est bonne. Et c'est pour ça qu'on travaille avec ensemble sur tout ce que je vous ai expliqué avant et que je les mets dans la boucle. Par exemple, il faut que le leader, il comprenne qu'il n'a pas besoin d'être le meilleur en tout. Et ça, c'est compliqué parfois. Alors que ce soit dans le monde de la cuisine ou dans d'autres secteurs que j'ai fait ou je côtoie, mais le leader, il est là pour coordonner, donc ça, je leur explique, mais que s'il recrute quelqu'un qui sait mieux faire les desserts que lui, que le chef, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas lui dire tu n'es pas un bon chef parce que tu fais moins bien le riz au lait ou la pavlova que telle personne. Donc ça, c'est aussi, ça a l'air de rien, mais je pense à ça parce que c'était un sujet hier justement que j'ai eu où c'est pas grave, il faut avoir confiance en soi et on n'a pas besoin d'être le meilleur partout. Il faut se poser. Moi, je les oblige à se poser. Justement, notre réunion qu'on a tous les 15 jours, c'est pour dire qu'est-ce que vous avez eu comme exemple aussi de ce qui a bien réussi, pas réussi en termes de management, donc feedback toujours. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et je les fais parler entre eux, quoi. Parce que si c'est moi qui réponds, d'abord, on est dans les ressources humaines, donc il n'y a pas de réponse exacte. Et donc, on fait un partage d'expérience pour dire, j'ai eu ça, vous auriez fait quoi? Et donc, tout le monde échange. Je leur apprends aussi à dire que ils sont pas... c'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés et adorés de tous. Alors ça, c'est un peu une évidence, une palissade quand on dit ça, mais je me suis rendu compte que parfois, ils ne se sentaient pas à l'aise avec moi de me dire que telle personne, ça n'allait pas le faire, ou ça ne le faisait pas, quoi, ou que c'était bien, mais que c'était moins bien. Et ça, j'ai dû faire un travail sur moi aussi pour accepter d'entendre ça, que telle ou telle personne, ça n'allait plus. Et soit, alors, de mettre tout en place pour essayer de comprendre pourquoi, écouter l'équipe aussi, c'est ça, le lead aussi, c'est écouter l'équipe. Et s'autoriser à se séparer de quelqu'un. Et franchement, on sait que c'est compliqué. Alors, ça dépend des managers et des leaders. Il y en a pour qui c'est plus ou moins compliqué. Mais pour la plupart du temps, c'est quand même compliqué de se séparer de quelqu'un. Et apprendre à dire que ce n'est pas parce que la personne est nulle, tout ça, mais c'est juste qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et qu'on n'attend plus la même chose l'un de l'autre. Et donc, accepter de se séparer de la personne, on croit que ça va être un drame et parfois on se rend compte qu'en fait, il y a des dommages collatéraux au niveau de l'équipe qui font que quand on s'est séparé de la personne et on fait les choses bien, la séparation se passe bien, je l'ai dit, il faut soigner, bien finalement, on retrouve, c'est beaucoup mieux, enfin, ça se passe mieux dans l'équipe. Et si ce n'est pas le cas, que l'équipe dit « Oh là là, il était vachement sympa, tout ça, c'était super, je ne sais pas quoi, on prenait des verres en dehors du boulot, tout ça. » Et bien à ce moment-là, il faut accompagner l'équipe pour comprendre aussi. Et ça, c'est là-dessus que j'essaie d'accompagner mes responsables et que je suis très présente. Hein, je fais beaucoup d'entretiens avec eux et le collaborateur. Voilà, donc en fait... il faut aussi que l'équipe gagne en autonomie. Un leader, il fait en sorte que son équipe soit plus autonome. Alors, si je repars là-dessus, on va en avoir un peu pour trop longtemps. Mais donc voilà, donc c'est vers ça que j'essaie d'emmener les responsables et les équipes vers plus de leadership et que j'y passe beaucoup de temps. Oui, parce qu'en fait, c'était pas culturel en fait dans votre métier, c'est ça en plus.
C'était Ouais. dans l'entreprise, il y a une certaine maturité culturelle qui se fait, mais dans Ouais. la restauration, on avait vraiment une culture le chef tout-puissant, et c'est lui qui commande and contrôle. Et là, vous êtes en train d'instaurer autre chose de différent en disant: «Bah non, vous êtes au Mmh. service des équipes, vous êtes à l'écoute d'eux, et Mmh. c'est pas c'est pas parce que et vous n'avez pas votre légitimité par votre excellence, en fait». C'est ça, hein, Mmh. c'est pas votre expertise. Alors ça, on le retrouve dans certaines entreprises où la légitimité, les managers ont légitimité par l'expertise, en fait, et Ouais. donc du coup, ont peur de perdre cette expertise en même temps que leur légitimité managériale. Donc on les fait évoluer vers d'autres dimensions que cette dimension d'expert, en fait. Et c'est marrant parce que je n'avais pas imaginé dans la restauration, mais l'exemple que vous dites est exactement ça. Le chef qui se dit: «Mais est-ce que si j'ai quelqu'un qui va faire mieux que moi, le fondant au chocolat, est-ce que vraiment je vais perdre de ma légitimité d'expert, de chef? Est-ce qu'on va me reconnaître là-dessus?» Donc c'est vraiment, ouais, j'avais pas imaginé que dans votre métier, c'est ça. Donc on retrouve vraiment toutes ces autres dimensions managériales, en fait, hein, toutes ces autres Mmh. dimensions en leadership, et les soft skills, être à l'écoute, être en présence, donner de l'autonomie parce que, et comme vous dites, le partage d'expérience, et c'est vous qui êtes plutôt en retrait, et vous mettez en avant vos équipes, en fait, hein, si j'ai bien par retour d'expérience, et pas vous qui êtes, donc il faut être exemplaire aussi en tant que leader, c'est ça, hein, que vous êtes en train de dire, Léa. Parce que si c'est vous qui faites le retour d'expérience, il y a plus de leadership, il y a que vous qui l'avez. On redevient commandant de contrôle. Donc oui, et cette notion d'exemplarité, moi je trouve qu'elle est, elle est induite, mais pas tout le temps, Mmh. réelle, en fait. Et vous avez dit une chose très importante, vous avez dû travailler sur vous en priorité pour changer vos paradigmes. Et ça, je pense que c'est aussi ça, grandir dans son leadership, en fait. Vous n'avez plus le même leadership que vous aviez il y a 30 ans, Mmh. et c'est peut-être un peu de sagesse, et certainement d'expérience aussi, qui fait qu'on change aussi, son paradigme, on change les choses, pour adapter son leadership à l'époque, aux enjeux, et à ce qu'on est en train de vivre, en fait. C'est ça que je ressens. Donc il y a un travail à faire. C'est ça, c'est le manager, enfin le dirigeant n'est pas exempt de ce travail-là, en fait. C'est ce que je comprends, c'est qu'il doit lui aussi changer en priorité pour pouvoir faire bouger les lignes dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Léa? Je vois que vous Oui, aussi. oui, tout à fait. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que je crois aussi que le fait que je sois dans d'autres activités, Mmh. comme justement des activités bénévoles, comme avoir présidé une chambre de commerce, comme Mmh. avoir présidé un réseau de femmes, comme être dans des réseaux, et ben ça m'aide beaucoup. Parce Mmh. que faut prendre un peu de hauteur aussi de temps en temps, justement, il faut sortir de son Mmh. écosystème, enfin même pas Oui, écosystème, de son entreprise, de tout ça. Et il faut savoir perdre du temps pour en gagner, en fait. Et donc ça, je conseille à tout le monde de s'engager dans d'autres choses un petit peu. Et puis finalement, on voit qu'on reçoit beaucoup. Donc ça, je pense que ça m'aide au quotidien. merci, Léa. Eh ben, merci à Écoutez, vous. on arrive à la fin de cette matinale. C'était passionnant. Merci d'avoir assemblé et de nous avoir partagé vraiment tous ces tips-là, en fait. J'espère que pour ceux qui nous écoutent, ils ont pu faire les passerelles, mais je suis sûre, hein, on peut toutes les faire dans ce que vous dites, parce que ce que vous disiez, on peut l'appliquer il y avait des choses spécifiques, mais on peut l'appliquer à 99% dans nos entreprises, dans d'autres secteurs d'activité. Donc merci d'avoir donné et dit que c'est possible dans votre secteur et qui est en train de bouger. En fait, les lignes sont en train de bouger, hein, j'ai l'impression, et les gens comme vous font aussi bouger ces lignes en faisant de l'exemplarité et en déployant. Donc tant mieux, tant mieux. On aura. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci à ceux qui ont suivi cette matinale. Et je vous donne rendez-vous le 29 mai prochain, en fait. Enfin, juin, pardon. Prochain, c'est le dernier jeudi du mois, à chaque fois, chez les matinales, pour notre prochain invité, Franck Gervais. Merci, je vous souhaite une très, très belle journée à tous et à toutes. Et puis, merci Léa d'avoir témoigné avec autant d'énergie, puisque c'est ce qui vient de vitalité, et de vraiment, on retrouve l'engouement, l'animation du fondateur et du dirigeant. Eh ben, Merci. merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.